Yaras qui m'a envoyé un tweet d'un libertarien français qui du coup apparemment aurait été RT par Elon Musk et c'est pour ça qu'il a turbo percé sur Twitter. Je propose qu'on le lise et qu'on l'analyse parce que je le trouve très intéressant. Le tweet c'est ça, de Brivael Le Pogam, encore un breton comme par hasard. Moi j'ai envie de dire, à chaque fois qu'il y a ce genre de truc, c'est des bretons. Et après on va me dire qu'il n'y a pas de problème avec la Bretagne. Voilà. Ah, tu penses qu'il Je y a pose ça un, là. il y a un droitardisme libertarien singulier à la Bretagne? Intéressant comme analyse, j'aime bien. Ouais, il y a une prétention propre à la Bretagne. Ok. De se croire comme le centre du monde, de croire que t'as la réponse à tout et que t'as les lumières sur tout. Ouais, Bolloré, il est breton par exemple. Ah, donc les Bretons sont vraiment des fils de pute en fait. Bah ouais, hein, Mais cette information est exceptionnelle. tout à fait. Alors que la La Normandie, Normandie, jamais. Bah, donnez-moi un seul exemple de droitard normand, vous en trouvez pas. Voilà, allez hop. alors il y en a Bah, beaucoup. c'est vrai, il n'y a pas de droitard connu normand, maintenant que j'y réfléchis. Pierre-Édouard Sterrin. Non, mais il est pas normand, Pierre-Édouard Sterrin. Bah si. Mais non, n'importe quoi. Bah si. Non, mais attends, vous confondez habiter en Normandie et être ethniquement normand. Mais ouais. Pierre-Édouard Sterrin, né à Évreux. Non, mais Michel Onfray, il était de gauche quand il était normand, et après il a cessé d'être normand, et c'est ça qui l'a rendu droitard, justement. Oui. Et il vote pour qui les Normands déjà? Oh, Macron, oui, c'est des macronistes bêtes, ça je suis d'accord par contre. Non, mais en fait, pour moi, c'est des macronistes bêtes, mais c'est pas des immenses droitards, tu vois. Immense droitard, c'est un truc de breton plutôt. Bah alors c'est vrai que les Bretons vont beaucoup plus loin dans le droitardisme. Ils sont beaucoup plus Voilà, identitaires dans le truc. voilà, Mais bon, voilà. contre-exemple Pierre-Édouard Sterrin. Oui, il y en a un une fois. Mais bref, bon. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, du coup, donc il y a ce tweet-là que Raz m'a transmis et a vu passer et qu'il voulait Donc que ça- j'analyse. Donc 30 millions de vues, RT par Elon Musk, etc. Donc ça veut dire que, tu vois, il y a vraiment... Ouais, c'est un gros truc, ça a été diffusé, quoi. Bon, cofondateur d'un truc d'IA, Econ et techno-optimisme autrichien. Oula, l'Autriche. Dernière fois qu'il y a eu un optimiste autrichien, c'est mal fini pour l'Europe. Je veux présenter mes excuses au nom des Français pour avoir enfanté la French Theory, qui a enfanté la pire des merdes idéologiques, le wokisme. Alors déjà, bon, je sais que c'est un petit peu un détail, mais on ne présente pas ses excuses, on demande, présenter ses... Enfin, ce que tu ne demandes pas, tu ne donnes pas tes excuses, en fait. C'est les gens qui doivent t'excuser et te disculper. Donc déjà, si tu veux te revendiquer de quoi que ce soit de la France, apprends à parler français. Nous avons donné au monde Descartes, Pascal, Tocqueville. Et puis, dans les ruines intellectuelles de l'après 68, nous avons donné Foucault, Derrida, Deleuze. 3 hommes brillants qui ont fabriqué dans l'élégance de notre langue l'arme idéologique qui paralyse aujourd'hui l'Occident. Alors bon, Foucault, C'est des ouf. Hein, Histoire de la folie, il l'a écrit en 61. C'est pas très post-68. Deleuze, pareil. Il a commencé à écrire sur les rhizomes, les bails comme ça, dans les années 50-60. Donc, Foucault et Deleuze, post-68. Oui, essaye encore. Oui, voilà, je veux dire, bon, au pire, t'ouvres une page Wikipédia et tu vas dans biographie, tu regardes œuvre et tu dis pas des conneries, quoi. Bon, voilà. Je crois que c'est un facho, j'en suis pas sûr. Ah, mais peut-être que c'est un simple citoyen français inquiet qui se pose des questions sur l'Occident, c'est tout. Simple citoyen. Mais, et ça, by the way, ça c'est un truc classique, hein, je veux dire, le fait de cracher sur la French Theory, sur Foucault, sur tout ce qu'on appelle la pensée post-structuraliste, ou structuraliste juste, hein, parce que Foucault, c'est pas non plus c'est pas un post-moderne, c'est pas un post-structuraliste, c'est des penseurs du structuralisme et de la structure, bon, bref. Non, Derrida, c'était le plus jeune de la bande. En vrai, Derrida, il est plus 68 art que les autres. Là où Foucault et Deleuze ont plutôt été des inspirateurs, on va dire, du moment 68, Derrida en est plutôt un contemporain, quoi, on va dire, même si c'était tous des contemporains, ça, mais bref. Mais donc, en gros, voilà, c'est tout le truc de pourquoi, parce que, bon, de toute façon, je pense qu'il va détailler, tu vois, mais pourquoi il y a une haine envers la génération mai 68, l'après 68, etc. Ça, c'est absolument partout dans le monde, hein. Mai 68, l'été 68, c'est pas qu'en France qu'il y a eu les grands mouvements sociaux, les grandes grèves ouvrières, le mouvement étudiant, etc. En même temps, à peu près dans la même période, t'avais des grands mouvements étudiants contestataires, notamment sur les campus états-uniens, autour de la question des guerres coloniales. Ensuite, t'as eu tout le truc autour de la guerre du Vietnam, etc. T'as eu le Summer of Love, etc., etc. Un petit peu partout, dans le monde entier, il y avait des révoltes dans l'été 68, quoi. Donc ça a été vraiment un moment catalyseur. Pourquoi ? Parce que c'est quelques dizaines d'années après la fin de la Seconde Guerre mondiale, t'as toute la génération qui grandit du coup dans cette après-guerre, qui accède massivement à l'université et du coup qui conteste massivement l'ordre existant,
avant, quoi. Et donc avec aussi des grands mouvements sociaux où on considère que la période de la reconstruction est derrière nous et que du coup les sacrifices qui sont demandés aux populations, notamment les populations du Nord, sont désormais obsolètes et absurdes. Donc ça, c'est un truc qu'on trouve partout. Mais du coup, pourquoi il y a cette haine envers mai 68 et envers cette période-là des révoltes de 68, que ce soit aux États-Unis, en France, partout? C'est parce que c'est là où des revendications ouvrières, féministes, le début des revendications gays et lesbiennes commence à émerger, etc., etc. Et du coup, en fait, tout ce qui va bousculer la bourgeoisie réactionnaire se catalyse dans 68. C'est pour ça que t'as plein de gens qui vont dire que les 68ards, c'est tous des pédophiles, que de toute façon, les 68ards, c'est devenu tous des libéraux, ça c'est la version plus communiste, que voilà, qui vont tous te dire que anti-68 art de merde. C'est ça. Et en fait, parce que tous trouvent quelque chose qu'ils détestent dans cette période-là, que ce soit les mouvements contestataires anti-autorité, que ce soit les mouvements féministes et LGBT, parce que globalement, c'est trop des stalinians qui considèrent que les ouvriers doivent être hétérosexuels. Enfin voilà quoi. Après, c'est un peu réel que les gars de 68 qui ont percé sont tous devenus libéraux. Oui, mots-clés, qui ont percé? Parce qu'il y a eu une récupération de la critique de mai 68, notamment traditionnellement, t'as Boltanski et Chiapello, là, c'est le truc de la critique mai 68, la critique artiste et la critique sociale. Où en gros, t'as une critique artiste, c'est il est interdit d'interdire, faut être libre, la liberté sexuelle, je sais pas quoi, même si il parlait pas de liberté sexuelle à l'époque, mais bon, c'est pas grave. Donc t'as une critique artiste qui est sur le domaine des mœurs, de la liberté, de la vie quotidienne, etc., qu'on peut raccrocher à un truc individualiste, et la critique sociale, qui sont celles des grandes grèves, etc., etc. Sachant que les deux sont mélangés. C'est-à-dire que la critique féministe, qu'on peut considérer comme faisant partie de la critique artiste, puisque en fait, oh là là, les femmes, elles veulent être libres, elles veulent baiser tranquille, en fait, elle était dans la critique sociale, puisque les femmes ouvrières aussi ont revendiqué des choses propres, enfin, à la fois ont pu, lors des grandes grèves, avoir accès à la découverte d'une politisation de leurs conditions de femmes, et en même temps ont revendiqué socialement des choses vis-à-vis de leurs conditions de femmes ouvrières. Je veux dire, le féminisme socialiste, c'est pas juste, oh là là, on aimerait bien pouvoir baiser, quoi. Mais il y avait quand même ça, il y avait aussi une pensée de l'amour, bref. Mais on parle souvent, voilà, de ce truc de la critique artiste versus la critique sociale. Et très souvent, on montre la critique, donc là-dedans, la critique artiste, qu'on va plutôt identifier dans le mouvement étudiant, c'est celle qui a été le plus récupérée par le capitalisme. Mais tout simplement parce qu'elle a été décorée de la critique sociale, et parce que, oui, tu peux retrouver dedans des gens qui menaient avant tout leur critique individuelle, et ont pu être plus facilement récupérés par le système capitaliste, tant que leur petit truc individuel de liberté individuelle était réussi. Mais spoiler alerte, les gens qui ont percé, donc les libéraux un peu en mode les nouveaux philosophes, les Glucksmann, même les comment ils s'appellent, Daniel Cohn-Bendit, etc., qui ont percé après ça, ils ont aussi percé parce que ils avaient, on va pas se mentir, ils méprisaient un peu les ouvriers, quoi. Donc aussi la question, c'est qui pouvait percer après 68? Ceux qui étaient le plus facilement récupérables. Donc reprenons le poste de ce grand intellectuel qui visiblement est très érudit sur le moment 68. Il faut comprendre ce qu'ils ont fait. C'est fascinant d'ailleurs parce que franchement, pour des gens qui se plaignent du wokisme, ils citent pas beaucoup les autrices femmes. Pourtant il y en avait quand même. Il y avait beaucoup. tant que ça. C'est qui les grosses autrices françaises de la French Theory? Après, en fait, c'est qu'on les considère pas comme de la French Theory, parce que la French Theory, c'est l'exportation aux États-Unis de contenu masculin, de Foucault, etc., etc. Mais genre, rien que un truc qu'ils pourraient citer, par exemple, qui était très très lu dans le mouvement 68 art, genre Simone de Beauvoir, ouais. Julia Kristeva, je crois, c'est un peu après. Ah non, si, Julia Kristeva, oui, c'est ça, c'est cette période-là. Mais elle a été chez les Lacaniens et tout, mais oui, il y a Julia Kristeva. Monique Wittig dans les mouvements lesbiens, les trucs comme ça. Enfin, t'avais des. Mais aussi parce que la French Theory, c'est une pensée beaucoup masculine. Rigaret, Sixous, oui, Hélène Sixous aussi, c'est vrai. Mais... Rigaret, oui. Ah, tu dis que c'est une pensée beaucoup masculine, mais comment t'expliques que du coup, ça soit un peu le pinacle de la théorie queer? L'un n'empêche pas l'autre. C'est pas paradoxal? Non, pas particulièrement. Club, donc la French Theory, c'est un peu un boys club, donc c'est forcément pas queer. Alors Foucault n'était pas queer, c'est vrai, mais il a beaucoup été lu par les queers. Et surtout, en fait, la French Theory, c'est une construction des universités états-uniennes qui ont fait venir en conférence ces penseurs français qui étaient à la mode, etc. Mais beaucoup, typiquement Derrida, beaucoup n'y ont pas compris grand-chose, tu vois. Le gros truc de Derrida, la déconstruction, il y a eu une relecture très, très simpliste de la déconstruction selon Derrida, tu vois. Genre, ça a été transformé en un truc en mode il faut déconstruire quelque chose, genre la déconstruction comme une norme, alors que Derrida, il décrit la déconstruction comme un phénomène qui arrive
En gros, la déconstruction Derrida, c'est à force de répéter un mot qu'il a plus de sens, tu vois. Il a été relu aux États-Unis en mode en fait la déconstruction, c'est il faut déconstruire ce qu'il y a dans le mot, alors que Derrida il est en mode non, le mot se déconstruit à force de le répéter. Globalement, c'est aussi des auteurs un peu difficiles à lire, quoi. Chomsky a dit dans une interview qu'il avait rien compris à Derrida, mais personne n'a rien compris à Derrida, la vérité. Mais tu sais, c'est pas comme Foucault où même si t'as pas lu tout Foucault, tu comprends à peu près ce qu'il raconte. Derrida, bon, faut se le farder, quoi. Mais bref, il faut comprendre ce qu'ils ont fait. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait, ces gens-là? Foucault a enseigné que la vérité n'existe pas, qu'il n'y a que des rapports de pouvoir déguisés en savoir. Bon, alors déjà, c'est vraiment un résumé de Foucault. Il a dû demander à ChatGPT, j'imagine. La vérité n'existe pas. Ah, pas vraiment. C'est pas vraiment ce que dit Foucault, mais il propose un angle d'analyse au travers des rapports de pouvoir. Donc oui, il dit, moi, ce qui m'intéresse, c'est le pouvoir. Donc il va analyser le pouvoir. Ça veut pas dire que telle ou telle chose n'existe pas. Ça veut dire qu'il faut l'analyser différemment. Mais ok, why not? La vérité n'existe pas. Il n'y a pas de vérité absolue. Il n'y a que des intersubjectivités. Oui, why not? Ok, d'accord. Mais ça, c'est un truc qui a été commencé par les anthropologues aussi, hein. Par l'anthropologie, par les Lévi-Strauss, par les machins, etc., qui ont commencé déjà à remettre en question les normes occidentalo-centrées, tout en ayant une vision souvent très occidentalo-centrée de leur travail anthropologique. Mais genre, oui, t'as aussi une anthropologie critique, c'est pas que Foucault, mais ok. Donc voilà, Foucault, il a dit que la vérité n'existe pas. Que la science, la raison, la justice, l'institution médicale, l'école, la prison, la sexualité, tout n'est qu'une mise en scène de la domination. Bah oui, et alors? Il y a un problème à ça? C'est oui, tout est vrai. La science, c'est un monde de domination, de hiérarchie, de hiérarchisation du savoir. La raison, bah oui, puisque qui décide de la raison? Et encore, tu vois, cette critique de la raison, c'est aussi une critique féministe. C'est intéressant de la ramener à Foucault, alors que c'est une critique que tu trouves chez Beauvoir, par exemple. C'est une critique que tu trouves, tu vois, genre c'est intéressant de te ramener à Foucault. La justice, bah oui, la justice, c'est littéralement la domination, oui. L'institution médicale, pareil, le pouvoir médical, oui. Bah d'ailleurs, très bon exemple de Histoire de la folie qui a été publié en 61, donc pas après 68, et qui explique ça, oui. L'école, bien sûr, la domination, oui. La prison, c'est de la domination, oui. La sexualité, oui. Ok, basé, Foucault. Donc pour l'instant, Foucault, il a dit des trucs stylés. Derrida a enseigné que les textes n'ont pas de sens stable, que tout signifiant glisse, que toute lecture est une trahison, que l'auteur est mort et que le lecteur règne. Bah oui, qu'il n'y a pas d'autorité fondamentale du texte, que le signifiant glisse, oui. En fait, je comprends pas pourquoi j'arrive pas à capter le scandale. Oui, je vois pas en quoi c'est un problème. Et Deleuze a enseigné qu'il fallait préférer le rhizome à l'arbre. Alors, il a pas dit qu'il fallait préférer le rhizome à l'arbre, mais oui, ok, d'accord, oui. Il a une analyse rhizomatique qu'il trouvait plus efficace. Bon, bref, voilà. Il fallait préférer le rhizome à l'arbre, le nomade au sédentaire, le désir à la loi, le devenir à l'être, la différence à l'identité. Et donc, oui, il a proposé une vision beaucoup plus mouvante, fluctuante. Oui. J'arrive pas à comprendre ce qui le scandalise. Oui, je comprends pas. Attends, pris isolément, ce sont des thèmes discutables. Ah, ok, d'accord. Donc si tu prends les trucs, c'est discutable. Tu sais, genre voilà, il est pas fou quand même. Il sait que, ok, bon, il peut pas non plus débunk Foucault, Derrida et Deleuze. C'est un peu too much pour lui. Il est un peu trop bête. Son résumé de ChatGPT ne va pas lui suffire à débunk tout ça. Donc il dit, non, pris isolément, chacun dans leur coin, ça va. Si on pouvait simplement les archipéliser et ne pas en tirer des conclusions politiques, ça irait. Mais combiner, exporter, vulgariser, elles forment un système. Et ce système est un poison. Donc séparer, ça va, mais en France, c'est la triforce et c'est pas bien. Car voici ce qui s'est passé. Ces textes, illisibles en France, oui, tellement illisibles que ces gens-là étaient professeurs, oui, bon, d'accord, si tu veux. C'est tellement illisible qu'ils ont été lus en France, visiblement, mais bon, ok. Les départements de Yale, de Berkeley, de Columbia les ont absorbés dans les années 80. Ils y ont trouvé un terreau qui n'existait pas chez nous, le puritanisme américain, sa culpabilité raciale. Ah, son obsession identitaire. Ah, sa culpabilité raciale. Tu m'en diras tant, d'accord. Culpabilité raciale, mais qu'est-ce qu'il raconte, ce fils de pute? Mais parce que tu comprends, aux États-Unis, c'était derrière eux la ségrégation et l'esclavage et tout. Alors ça va, c'était fini, quoi. Fallait arrêter de se sentir coupable. Comme par hasard, RT par Elon Musk, le mec qui parle de génocide blanc en Afrique du Sud. La French Theory s'est mariée à ce substrat et l'enfant de ce mariage s'appelle le wokisme. Basé. Trop stylé. Après, bon, encore une fois, tu vois, genre bon, ils ont trouvé le terreau qui n'existait pas chez nous, le puritanisme américain. Précisément, les gens qui ont importé la French Theory allaient à l'encontre du puritanisme. Étaient des antiracistes, enfin la culpabilité raciale, why not? Si t'appelles ça le fait d'être un antiraciste convaincu, oui, d'accord. Et obsession identitaire, bah précisément, encore un truc que les importateurs de la French Theory se sont acharnés à défaire. Judith Butler lit Foucault et invente le genre. Voilà, Judith Butler, pardon, mais quel puritanisme et quelle obsession identitaire, au contraire. Judith Butler lit Foucault et invente le genre performatif. Butler, oui,
elle lit Foucault, mais elle lit aussi énormément Lacan, elle lit aussi énormément Althusser. D'ailleurs, en vrai, il y a plus du Althusser que du Foucault dans Trouble dans le genre. C'est beaucoup plus, parce que Judith Butler, il vient beaucoup plus de la théorie littéraire. Foucault, elle le lit bien sûr, mais elle va beaucoup plus s'intéresser à Althusser, et même plus à Derrida, hein, by the way. Et surtout, invente le genre performatif, c'est quoi le problème, hein, why not, hein, d'accord. Je sais pas, encore une fois, Simone de Beauvoir aussi, hein, elle a parlé de performance pour le genre. Okay. Édouard Saïd lit Foucault invente le postcolonialisme académique. D'accord. Oui. Et donc, d'accord. Kimberly Crenshaw hérite du cadre et invente. Oui, Kimberly Crenshaw, d'ailleurs, cette conne, hein, comme par hasard, la seule noire dans la liste, hein, cette conne, elle a rien lu, elle a juste hérité du cadre. Hein. Kimberly Crenshaw, vous inquiétez pas, elle a rien lu. Ah ouais, le mépris. Elle a pas lu Foucault. La penseuse noire de l'intersectionnalité, genre le mépris direct de qu'est-ce qu'elle a lu. Oui. Elle a juste lu 3 concepts sur Wikipédia et elle en a fait son gloubi-boulga débile, quoi. Oui, c'est vraiment. Et évidemment, Elon Musk a RT, rappelons-le régulièrement. Quoi. Mais parce que l'Amérique a trop de culpabilité raciale, Raz. Tu comprends et donc elle invente l'intersectionnalité, encore une fois, quel problème à ça? À chaque étape, la matrice est française. Il n'y a pas de vérité, il n'y a que du pouvoir. Donc toute hiérarchie est suspecte, toute institution est oppressive, toute norme est violence, toute identité est construite non négociable, toute majorité est coupable. Bah oui. Alors c'est comment dire. Le problème c'est que cet énoncé est très absolu, ce qui ne correspond absolument pas à justement l'anti-absolutisme qu'on retrouve dans la French Theory. Tout un tel et un tel, ça s'oppose au postulat de base de la French Theory. C'est bien pour ça que ça lui fait chier, quoi. Mais oui, les Français sont trop forts, du coup. Les Français, dans la période post-Seconde Guerre mondiale, ont créé un cadre théorique ultra puissant qui a permis de penser le monde d'une façon complètement novatrice et transformatrice. Ultra stylé. Vive la France. Je suis trop heureux. J'adore comment il décrit un truc qui est censé te scandaliser et nous, on est en mode... Oui. Oui, c'est vraiment le même JDG en mode c'est bien du coup, non? C'est ok. Oui, c'est basé, oui. Voilà comment 3 philosophes parisiens, qui n'ont probablement jamais imaginé leurs conséquences pratiques, ont fourni le logiciel quand même, il les dédouane, hein. Ça reste un peu la faute des États-Unis. Eux, oh là là, ils ne savaient pas ce que les gens feraient de leurs pensées. On fournit le logiciel d'exploitation à une génération entière d'activistes, de bureaucrates universitaires, de DRH. Je comprends rien ce qu'ils racontent. Est-ce que les DRH... Ah non. Si, parce que les DRH aux États-Unis, ils te disent qu'il faut pas discriminer les gens. Et du coup, ça, c'est pas bien parce que c'est important de discriminer les gens. En gros, les DRH, c'est eux qui disent qu'ils font les formations pour dire qu'il faut pas être raciste, que personne ne suit et que de toute façon, les DRH eux-mêmes sont racistes. Mais du coup, ils sont chiants parce que du coup, c'est un peu la maman castratrice qui t'empêche de faire ce que tu veux et de libérer tes énergies en entreprise. Oui, c'est le DEI et tout, et l'inclusion et tout. De journalistes, de législateurs. Bon, alors, les législateurs qui se sont inspirés de la French Theory, j'aimerais savoir lesquels. J'imagine, il y a des députés, hein, il y a des députés un peu foucaldiens, des trucs comme ça, mais la plupart, ils n'ont pas fait passer des lois. Je veux dire, on n'a toujours pas aboli les prisons jusqu'ici, donc bon, pour l'instant, les législateurs, ils sont assez minoritaires. Hein. Voilà comment on a obtenu une civilisation qui ne sait plus dire si une femme est une femme, si sa propre histoire mérite d'être défendue, si le mérite existe, si la vérité se distingue de l'opinion. C'est une femme est une femme. C'est à mourir de rire. Moi j'adore si la vérité se distingue de l'opinion, tout ça pour donner son opinion de merde à peine renseignée sur un truc qu'il maîtrise pas. Genre c'est en tout cas la vérité de ce qu'est la French Theory se distingue vachement de ton opinion dans ton poste de merde. Hein. Et si le mérite existe, tu vois, et ça qui est fascinant, c'est le non-dit en fait là-dedans. C'est que mine de rien, ce qui les emmerde, ils parlent de domination, d'oppression, de pouvoir, etc. En fait, la French Theory, et ça c'est un truc très états-unien, hein, mais qu'on retrouve beaucoup dans les critiques de 68 et les critiques de la French Theory, c'est qu'ils vont critiquer Foucault, Derrida, Deleuze, etc. pour des trucs un peu simples, parce que bon, de toute façon, c'est des philosophes un peu imbitables, et ils ont pensé des trucs un peu contre-intuitifs pour les dominateurs, etc. Mais fondamentalement, ce qui les emmerde, c'est le marxisme. Hein. Parce que désolé, savoir si le mérite existe, ça c'est la critique marxiste. Ça date pas de mai 68, ça date de bien avant. La remise en question du pouvoir, c'est du marxisme. Et by the way, Foucault ne fait que citer Marx, sans jamais le citer bien évidemment, parce que sinon l'université française lui tape sur les doigts. Mais il ne fait que citer Marx sans le citer. Pareil pour pareil pour toute la French Theory, qui, Deleuze est en discussion permanente avec le communisme. Ça c'est le gros non-dit sur toute la French Theory et les gens qui les détestent, notamment les marxistes, etc. C'est qu'ils sont en mode c'est anti-marxiste, alors qu'ils font que penser à partir de Marx. Bien sûr. Mais comme ils pensent à partir de Marx et entre guillemets, mais aussi à côté de Marx, ils ne supportent pas malgré tout. Quoi. Ouais. El famoso marxisme culturel. Mais bien sûr, les théories du complot autour de la French Theory, aux États-Unis, ont beaucoup repris le terme de marxisme culturel et ont accolé à Foucault
et à toute la pensée 68 art, etc., donc toute sa diversité, du marxisme culturel. Ce qui les emmerde derrière tout ça, c'est la gauche et le marxisme. Deleuze rejette les histoires téléologiques marxiennes. Oui, oui, bien sûr. Mais il le fait sans rejeter Marx. Mais bien sûr. Mais après, oui, Deleuze est en critique du marxisme orthodoxe de son époque, etc. Mais pour moi, les meilleurs marxistes sont les meilleurs lecteurs de Deleuze aussi. Et les mauvais marxistes sont ceux qui rejettent Deleuze parce qu'il est pas assez marxiste. Mais bon, ça c'est... Voilà. Mais parce que les communistes aussi, hein. Parce que les communistes, notamment le parti communiste de cette période-là, ont joué un jeu de purisme idéologique et de purisme intellectuel qui les ont fait aussi rejeter les Foucault, les Deleuze, des trucs comme ça, etc., qui ont fait qu'ils ont rejeté le débat avec eux, quoi. Donc voilà, on sait ce qui les emmerde avant tout. C'est la critique du pouvoir, c'est la critique de la hiérarchie, et les hiérarchies qui lui sert d'habitude, quoi. C'est de la merde pour une raison simple, et il faut la dire calmement. Une civilisation se tient debout sur 3 piliers. La croyance qu'il existe une vérité accessible à la raison, mais à partir du moment où tu admets que c'est une croyance, tu admets que tu ne sais pas, et que ce n'est pas un savoir. Si tu crois quelque chose, c'est que tu ne sais pas. Sinon, tu sais, tu ne crois pas. Débile, hein. Donc, si tu crois qu'il y a une vérité, c'est qu'il n'y a pas vraiment de vérité, mais que tu décides de créer une fiction de cette vérité. Le choix de croyance est assez intéressant. Je sais qu'il le dit pour le ramener à un truc un peu théologique, un truc un petit peu transcendantal et tout. Mais en le ramenant à de la transcendance et à de la théologie, il le replace dans le relativisme qu'il rejette au travers de la French Theory. Il dit la French Theory a imposé le relativisme globalement. Et après, il parle de croyance, alors que la croyance, c'est le principe du relativisme. C'est terrible. Une vérité accessible à la raison. Mais ces gens-là raisonnent. Foucault, Deleuze, Derrida, ils raisonnent, ils écrivent des trucs, ils ont des matrices intellectuelles pour penser les choses. Ils utilisent de la raison pour approcher une vérité. Simplement, ils ne prétendent pas avoir une seule vérité. Mais ils utilisent la raison pour accéder à une compréhension, si ce n'est une vérité. La croyance qu'il existe un bien distinct du mal. Mais attends, je comprends pas. Tu viens de dire que... pour eux, toute institution est oppressive. Donc oppression égale mal, donc il y a bien un mal et donc un bien. Toute hiérarchie est suspecte, toute identité est construite et donc négociable, toute majorité est coupable. C'est du domaine du mal. La culpabilité, c'est quelque chose de pas bien. Donc tu viens de décrire des gens comme extrêmement binaires dans leur moralisme et dans leur attribution du bien et du mal, et tu dis que, contrairement à eux, il faut un pilier, que la civilisation se tient sur les piliers de distinguer le bien du mal. Mais je comprends pas. Du coup, les héritiers de 68, ils distinguent le bien du mal ou ils distinguent pas le bien du mal? Et du coup, c'est le bon bien et le bon mal? Ou c'est juste que ton bien et ton mal est ta définition du bien et du mal et donc de la morale finalement, donc ta morale est nulle à chier et distincte de la leur? Et que ta morale c'est la domination et que leur morale c'est la critique de la domination. Et d'ailleurs, et surtout, attends, la croyance qui existe c'est pas des bandeurs de Nietzsche ça, ces gens-là? Oh oui, mais du Nietzsche... Par-delà le bien, le mal, tout ça. Oui, mais c'est du Nietzsche de droitard mal compris, ça. Oui, c'est vrai, c'est des gens qui prennent Du Nietzsche pour le rendre plus droitard dominateur. dégénéré. Ouais. Oui, non, mais ils ont rien compris à Nietzsche. Et la croyance qu'il existe un héritage à transmettre. Oui, bon, quel héritage, quelle transmission? Un héritage, lequel? À transmettre, à qui, à quoi? Genre, rien que dans ta phrase qui contient énormément de trous, se trouve exactement le problème de ton énoncé, quoi. La French Theory a entrepris de dynamiter les trois. Pas par méchanceté, par jeu intellectuel, par fascination du soupçon, par haine de la bourgeoisie qui les avait nourris. Et ça, presque, c'est pire. Si ça avait été par méchanceté, ce serait mieux. Si ça avait été des méchants, j'aurais été en mode, bon, ce mec est un golemon, il est un peu dans le complotisme anti-French Theory, mais vas-y, il est débile. Pourquoi il dit pas par méchanceté, par jeu intellectuel? C'est parce que fondamentalement, ce mec est anti-intellectualiste. Comme par hasard, il travaille dans l'intelligence artificielle, mais on va en parler après. C'est parce que c'est le problème, c'est qu'ils ont trop voulu pousser l'intellectuel, ils ont trop voulu penser la pensée, et en fait, il faut empêcher les gens de trop penser parce que sinon, ils risquent de penser des choses dangereuses. Oui, comme tous les nazis, oui, globalement. Mais le résultat est là. Donc par haine de la bourgeoisie qui les avait nourris, donc voilà, c'est en mode, voilà, si la bourgeoisie te nourrit, tu dois rester dans le rang, quoi. C'est-à-dire que tu appartiens à la classe dominante, tu n'as pas le droit de la trahir. Et voilà, c'est toute l'idée de la domination qu'il y a derrière son truc, quoi. Une génération entière a appris à déconstruire et n'a jamais appris à construire. C'est vraiment leur truc. Du coup, ils déconstruisent, mais ils ne construisent pas. Bah non, parce que c'est l'argument le plus débile sur le sujet, hein, je pense. Hein. Parce que si tu avais un petit peu compris ce que dit Derrida, la déconstruction n'est pas une destruction, la déconstruction est féconde. La déconstruction crée une nouvelle appréhension et un nouveau sens. Donc la déconstruction est une construction. Et c'est là que vous êtes nuls quand vous croyez que Derrida, quand vous confondez déconstruire et construire, à un moment, il va falloir ouvrir un dictionnaire aussi. Par exemple, ma machine à café, elle a commencé à déconner et elle marchait plus. Du coup, j'ai commencé à la déconstruire pour comprendre comment pouvoir la réparer. Je ne l'ai pas détruite, je l'ai déconstruite, j'ai enlevé les trucs les uns après les autres pour voir où est-ce que ça bloquait. J'ai enlevé, donc je l'ai déconstruite pièce par pièce pour comprendre où est-ce que ça coinçait. C'était pas une destruction, puisque cette déconstruction m'aurait permis, bon, si j'avais le savoir-faire, de pouvoir la réparer et donc de la reconstruire. Ces gogols n'ont aucun problème avec la création destructrice de Schumpeter pour déclarer leur start-up de merde en faillite
et sucer des subventions publiques et recommencer 6 mois après. Mais pour Derrida, ça devient incompréhensible. Oui, de fou. Eux, ils sont d'accord que l'économie, c'est la destruction créatrice, c'est qu'en fait, les crises sont fécondes et qu'en fait, si une crise économique, c'est une opportunité, etc. Mais par contre, quand Derrida dit un truc pas similaire, parce que c'est pas le même principe, mais par contre, la déconstruction de Derrida, etc. Alors non, ça c'est pas possible. Et ils préfèrent la création destructrice ou la destruction créatrice ou je sais pas quoi. Mais par contre, Derrida qui parle de ah non, ça c'est trop. Là. Comment ça, un mot et les phrases, du coup, tu les décores. Ah non, non, c'est pas possible. Non, non. Oui, puis ça s'inscrit quand même dans une tradition un peu d'obsession pour la question du langage, etc. Qui peut avoir certains problèmes, mais ils en font des caisses, quoi. Une génération entière s'est soupçonnée et ne sait plus admirer. Une génération entière voit le pouvoir partout et la beauté nulle part. Oh, Oh là là. En fait, c'est tellement pas comprendre le truc, sur le truc, voit le pouvoir partout et la beauté nulle part, mais en fait, En fait, pour moi, ces mecs-là, ils sont matrixés contre 3 TikTokers woke, un peu chiants, qui... Tu vois ce que je Mais veux dire? En attends, fait, moi, surtout, on va mettre fin à la Zumba. Co-fondeur de Argile.ai, Create Engaging AI Video. Le mec, son business, c'est de faire des vidéos IA slop pour faire des vues et récolter de la thune sur Internet. Genre, il nous parle du beau. Je veux dire, le débat s'arrête là. Oui, c'est vrai. Pardon, c'est vrai. genre. Oui, je les prends trop au sérieux, t'as raison. Oui, oui. Le mec crée du slop, littéralement. Genre, Stop. Je m'excuse. Non, tu ne t'excuses pas, tu demandes pardon. Apprends à parler français si tu veux te revendiquer de la Ça, France, là. j'en ai marre de cette actuelle là, ça y est, il m'a saoulé. On demande pardon. Tout le monde comprend quand tu dis je m'excuse, tout le monde comprend ce que ça veut dire. L'usage fait loi. Non, parce que quand tu te revendiques du beau, de la beauté, de la tradition, de je sais pas quoi, Oui, ça, à la désolé, limite, c'est un free shot, pardon. oui, à la limite, oui, ça, ok. Et surtout, il se prend pour qui pour s'excuser au nom des Français? Not in my name. Tu t'excuses de qui? Excuse-toi tout seul, mais t'as rien fait, frère. Tu crois que t'as le quart de l'intelligence et le quart de la créativité de tous les gens que tu critiques, de toute la French Theory, les 68 arts, les trucs comme ça? Non, mais va te faire foutre à un moment. Prends pour qui? Ça, je veux bien. Moi, j'aime bien que Cassandre dise demande pardon, chien. Oui. Je m'excuse parce que nous, Français, avons une responsabilité particulière. C'est notre langue, nos universités, nos éditeurs, notre prestige qui ont donné à ce nihilisme son emballage chic, sans la légitimité de la Sorbonne et de Vincennes. Oui, enfin bon, Vincennes, c'est des gauchistes qui se sont fait poutrer par l'État, hein, calme-toi. Hein. T'as l'impression que c'est, je sais pas... Après, c'est vrai que politiquement, le moment Vincennes est quand même quelque chose d'intéressant à analyser, quoi. Objectivement stylé, Vincennes, bien sûr. Mais de là à dire qu'il y avait une quelconque légitimité, Vincennes, c'était précisément arracher l'illégitimité au cœur de l'île légitime, quoi, bref. Sans la Légionnaire, ces idées n'auraient jamais traversé l'océan. Nous avons exporté le doute, comme d'autres exportent des armes. Oh là là! Et puis le remettre en question, pareil, tu vois, de dire le doute. Tu vois, genre, il y a un Oui. problème avec le concept de doute. Oui. Ah bah en tout cas, lui, il a pas l'air d'avoir beaucoup douté avant d'avoir écrit son poste de merde. Hein. Oh là là. Alors qu'en plus, dans l'histoire de la philosophie française, en dehors des... Tu vois, genre, je crois qu'il cite Tocqueville et Oui. des philosophes un peu Il cite légitimes à un Tocqueville, moment. Descartes Genre, ces gens ne doutent pas. Oui, Genre, ces Descartes, gens Pascal, sont... Tocqueville. Pascal, une grosse partie de sa philosophie, c'est autour du doute. Mais surtout, je pense que du Pascal, à mon avis, il y a des French théoriciens fous qui peuvent bien aimer certains trucs, peut-être. Bah, bien Après, sûr. je sais que Bourdieu, il est pas vraiment French Theory, mais c'est un fan de Pascal, par exemple. Oui, Descartes, c'est Je le. crois Oui, Descartes, le doute aussi. Il est partout chez Descartes. Bah, ouais, Mais oui, je sais pas. Ou les trucs que je pense donc je suis, oui. Je sais pas, oui. oui, bon. Mais en fait, surtout qu'il y a une grosse Zumba, c'est que la vérité, ils sont en mode, la French Theory, c'est sucé par tous les trans, et on les déteste. Oui, au À un final, c'est moment ça. donné, revenons à stop là. En fait, moi, c'est ça aussi qui m'énerve, c'est qu'arrêtons de faire genre on parle de philo et de parce que tu vois, t'as des critiques de gauche de la French Theory, des trucs des fois un peu Golemont de Derrida, ou tu vois, j'imagine tu vois, qu'il y a des trucs qui sont sûrement des critiques de gauche hyper intéressantes du sujet, mais eux, c'est une Zumba, c'est pas ça qu'ils critiquent. Genre, arrêtons. Moi, Oui. c'est ça aussi qui m'énerve. Il aime pas les trans et il aime pas que les Voilà, noirs, c'est ça, il c'est aime pas ça. que les noirs puissent prétendre à autre chose que d'être leurs esclaves, quoi. C'est ça. Parce que le truc, par exemple, tu vois, son truc de ils sont obsédés par le pouvoir et ne parleront plus jamais du beau, etc. Moi, je veux bien que tu aies un tout petit peu de ça dans certaines manières de se politiser aujourd'hui, mais en fait, c'est pas le pouvoir. En fait, c'est pour ça que je disais, il a vu 2 TikTok chiants. Tu vois, c'est de l'attitude un peu casse-couille de la Non, gauche mais même pas. états-unienne dégénérée, tu vois, mais en fait, il parle même pas de ça, Mais donc même non, ça pas. marche pas.
Il a même Mais pas lu j'essaye de de trouver TikTok du chiant. sens dans ton Il est truc. juste dans des milieux ultra réactionnaires qui sont obsédés par Foucault et la French Theory parce que ça fait des années qu'ils sont pas sortis du marxisme Oui, culturel, t'as du raison. bolchevisme culturel, etc. quoi. Genre, c'est des Non, mais nazis, j'essaye voilà. de trouver du sens dans son truc, mais oui, non, je suis Bah, fou. tout le bail des Lumières sombres, c'est ça, hein. Oui, t'as raison, t'as raison. C'est juste un Français à la con qui essaye de s'intégrer dans un milieu professionnel qui va disparaître et le bouffer comme tous les autres, quoi. Bon. Et bon, nous avons exporté de l'autre comme d'autres exportent des armes. Oui, bon, Dixit, un mec qui bosse dans une industrie qui est drivée principalement par l'industrie de la défense et, dit-il, en tant que Français, dont le deuxième export, c'est les armes. Mais tu sais, on dirait vraiment que la France est un pays wokiste, rempli de trans. Mon rêve, Qui hein, j'en n'exporte pleure, que de hein. la pensée et de l'intellect, si seulement. Oui, c'est ça, j'en pleure, hein. En fait, c'est ça qui est terrible, c'est qu'ils prêtent quelque chose dont on rêve et qui existe même pas, quoi. Si seulement on pouvait vraiment être ce pays de la French Theory woke dégénéré, j'en pleure, hein. Le marxisme culturel, pourquoi c'est mal? Bah, alors moi, à chaque fois que j'ai vu des droitards l'utiliser, c'était pour dire, en fait, les intellos, ils sont de gauche, en fait. T'es de genre, voilà, quoi. Marxisme culturel décrit une théorie du complot répandue dans les milieux conservateurs et d'extrême droite. Bien que l'origine du terme remonte à l'ouvrage de Trent Scheuer, The Critique of Domination, The Origins and Development of Critical Theory, donc c'était un bail qui expliquait un peu les origines de la théorie critique, quoi. Le terme a également été utilisé par une partie de la droite, d'après laquelle l'école de Francfort et la pensée politique de gauche sont à la base d'un complot visant à détruire la culture occidentale. Ces derniers attribuent à la théorie critique le multiculturalisme et le politiquement correct. L'idée derrière de ce concept peut notamment remonter historiquement au concept nazi sous le Troisième Reich de bolchevisme culturel lié à la propagande nazie anticommuniste et antisémite. Je pensais pas que c'était aussi bête, c'est ça qui m'énerve. Tu sais, je me disais: «Ah, doit y avoir un vrai truc derrière ça et tout». Tous les mots de la culture américaine contemporaine sont dus au féminisme, à la discrimination positive, la libération sexuelle, les droits LGBT, au déclin de l'éducation traditionnelle, au mouvement écologiste. Et toutes ces choses-là sont dues à l'influence des membres de l'Institut de recherche sociale qui sont venus aux États-Unis dans les années 30. C'est tous les trucs de ils font de l'ingénierie sociale, de l'ingénierie de machin truc, social engineering pour nous recoder le cerveau pour faire de nous des moutons passifs, etc. C'est un truc de con, quoi. Genre, voilà. En fait, c'est horrible parce que tu peux pas avoir du débat intellectuel avec ces gens-là, quoi. Bah Genre, oui. ça n'existe pas, quoi. La lutte contre le marxisme culturel est également reprise par Javier Milei, le GOAT des libertariens. Les gens y croient que c'est un dominant alors que le mec, il est juste content d'être le vassal et de sucer les États-Unis. Voilà, quoi. Oh lolo. Alors que le social engineering, c'est la CIA qui en faisait. Mais tu sais, tous les trucs en mode oui, mais la CIA, ça c'est un truc qu'on retrouve beaucoup chez les tankies, chez les staliniens à la con en ce moment, là, tout le revival stalinien qu'on a en ce moment là. Ils sont en mode non, mais Foucault a été importé par la CIA pour détruire les mouvements sociaux, gna 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 et tout. Enfin, tous les trucs comme ça, bah, ça vient de la même théorie du complot. Parce qu'en fait, cette théorie du complot, elle existe aussi à gauche. Hein. Mais c'est vrai que Onfray, quand j'y repense, au final, il était un peu dans ce truc de marxisme culturel, avec son anti-marxisme un peu dégénéré et tout. Oui, bah oui. Peterson aussi, il est obsédé du marxisme culturel, bref, même clic. Oui, 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 c'est le même bain culturel réactionnaire, quoi. Ce qui se construit maintenant en Silicon Valley, dans les labos d'IA, dans les startups, dans les ateliers, dans tous les lieux où des gens fabriquent encore des choses au lieu de les déconstruire, c'est la réponse. Ah d'accord. Ah donc la réponse, c'est votre modèle d'IA ultra centralisé qui vient tout parasiter et créer et enchitifier Internet. Ah bah putain. Et ça c'est pas de la destruction de la civilisation ça. Ça c'est pas de la déconstruction de la non ça c'est vraiment de la construction. On va tout parasiter et on va vous faire du slop IA et on va vous le vendre et tout bien sûr. En fait, c'est trop cliché. Oui. presque. En fait Le c'est mec est trop cliché. oui, en fait là je me dis mais attends mais c'est du troll ou quoi? Une civilisation se reconstruit par les bâtisseurs, pas par les commentateurs. Par ceux qui croient que la vérité existe et qu'elle vaut qu'on s'y consacre. Par ceux qui assument une hiérarchie du beau, du vrai, du bon et qui n'ont pas honte de la Il transmettre. traduit le truc de la vérité existe en mode les woke disent que la vérité n'existe pas. Le sexe. Alors que presque le vrai discours IMO sur le sujet qu'il y a chez les woke sur la question pour dire, parce que moi je sais qu'ils parlent des woke sur Oui. les gens les plus matrixés par la théorie, sur le côté French Theory. C'est pas que la vérité n'existe pas, c'est que même la vérité est située et que donc Oui. pour pouvoir l'atteindre, il faut même se poser la question du concept de vérité, de qui l'énonce, de la vérité pour qui, dans quel cadre. Enfin, en fait, t'as un truc où t'as des gens qui sont dans de la paresse intellectuelle et tu te retrouves à discuter de ça avec ce mec-là qui se bave totalement dessus et qui est content parce qu'il a développé une IA de merde, quoi. Bah c'est ça. Il n'a même pas développé l'IA, il utilise l'IA, quoi. Oui, Il fait il utilise un modèle probablement qui vient d'OpenAI ou de je sais pas quoi pour faire un générateur de vidéos auquel il a rajouté 2-3 trucs quoi, c'est tout. Genre, oh là là. La déconstruction prétendait jeter l'eau du bain colonial, elle a fini par noyer le bébé, et le bébé c'était la civilisation qui avait inventé la baignoire, le savon et l'idée même qu'on puisse laver quoi que ce soit. Ok. Oh là là, mais c'est des Ok. malades. Vraiment, ils sont tarés.
les blancs, ils ont appris aux noirs à se laver et maintenant les noirs, ils veulent décoloniser, c'est n'importe quoi. D'accord. Oh là là. D'accord. Oui, ce mec est juste un Taré, suprémaciste blanc. Hein. Derrida voulait nous apprendre à lire entre les lignes. Ses héritiers ont juste appris à brûler le livre. Foucault traquait les rapports de pouvoir. Ils en ont fait une grille à appliquer mécaniquement sur tout ce qui dépasse. Blablabla, civilisation occidentale est la seule de l'histoire à avoir produit la critique de soi comme valeur... Attends, du coup, la critique, c'est bien ou c'est pas bien? Je comprends pas. La critique de soi comme valeur cardinale. Donc l'autocritique et tout. Déjà, l'autocritique, un peu marxiste, hein, si tu veux mon avis. C'est sa force et c'est devenu son talon d'Achille. Ah, ok, d'accord, ok. Face à des adversaires qui ne pratiquent pas ce sport, la symétrie. En gros, là, il est en mode les Arabes Ok. ne s'autocritiquent pas. Oui. Et c'est les islamistes dégénérés qui sont islamistes. Ok. Nous, on s'autocritique et du coup, ça nous rend faibles face aux sauvages qui s'autocritiquent pas C'est et qui ça. veulent pas reconnaître notre hiérarchie parce que si les sauvages s'autocritiquaient, ils reconnaîtraient notre supériorité raciale, civilisationnelle, tout ça, quoi, bien sûr. C'est ça. Ok. Ils sont tarés, hein, vraiment. Ils sont complètement fous. Et rappel, hein, tout ça pour faire une solution d'IA pour faire des vidéos slop. Hein. Genre, globalement, ce mec ne sert que à enrichir des scammers qui vont bouger dès que la bulle aura éclaté et qui se feront plus de thunes. Hein. Et globalement, sa startup, elle aura que vocation à se faire racheter par des trucs et à sucer la bite de Peter Thiel pour espérer avoir un poste à Palantir. Hein. C'est tout ce qui va se passer. Même discours que Rushdie, non, la faiblesse de l'Occident, c'est d'être trop compatissant et intellectuel. Oui, c'est ça. Mais parce que c'est les vieux. Franchement, relire Chapoutot, hein, c'est le vieux continuum réactionnaire, nazi, bourgeois, suprémaciste. Enfin voilà. Hein, ils ont juste inventé. Mais encore une fois, hein, si vous voulez savoir comment pensent ces gens-là, demandez-leur ce qu'ils pensent de la French Theory et de l'après 68. Hein. C'est parce que ce qui est fascinant, c'est que ce qu'ils critiquent de l'après 68, c'est exactement ce que les 68ards critiquent. C'est vraiment, il est dans une réaffirmation de la hiérarchie et il dit oh là là, les gens qui critiquent la hiérarchie, c'est pas bien, dit-il en la réaffirmant. Tu vois, t'es un peu en mode oui, ok, d'accord, donc t'as le seum que des gens te remettent en question, quoi. Oui, rien de nouveau sous le soleil, quoi. Enfin bref, fascinant en tout cas. Hop, et avant de partir, n'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à liker, commenter, partager comme d'habitude, ça aide à faire tourner l'algorithme. Et si vous voulez me soutenir financièrement, n'hésitez pas à cliquer sur le lien Stream Elements qu'il y a dans la description de cette vidéo. Allez, cette fois je vous laisse.